Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Golovkin montre des signes de ralentissement. Steven Butler a l'embarras du choix et les débuts d'Alexander Usyk chez les poids lourds. Et c'est avec plaisir que je retrouve Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, pour une deuxième semaine de suite, il y a eu un combat très excitant qui sera assurément en nomination pour les duels de fin d'année lors de notre revue au mois de décembre. Gennady Golovkin qui bat Sergei Derevchenko, mais ça a été compliqué, sans bon sens pour l'ancien champion unifié qui est redevenu champion du monde, s'est emparé de la ceinture des poids moyens qui était vacante. Oui, ça a été un combat, comme tu dis, très compliqué, un de ses combats les plus durs en carrière, à part peut-être le deuxième contre Canelo, mais il a eu beaucoup de mal à dealer avec Derevchenko qui a fait un excellent combat, et l'Ukrainien, c'est la deuxième fois qu'il échoue en combat de championnat du monde, mais de très peu. La première fois, c'est contre Daniel Jacobs et il avait perdu une décision partagée qui aurait très bien pu aller de son bord. Là, ce combat-là, il l'a perdu par décision unanime, mais ça aurait très bien pu aller de son côté aussi. Moi, personnellement, je l'avais gagnant par un seul point, 114-113. Mais j'aurais pas aimé être un juge dans ce combat-là parce que c'était un combat qui était très serré. Et à partir du 6e round, on a eu vraiment une quantité de rounds très serrés qui pouvaient aller d'un bord ou de l'autre et qui d'ailleurs, sur la carte des trois juges, ont été très diversifiés. Il y a pas... Ça a été très compliqué d'avoir trois juges, on en parlait juste avant l'émission, d'avoir trois juges qui ont eu qui ont donné le même round à un boxeur ou à l'autre. Oui, parce qu'on rappelle deux cartes de 115-112, une autre de 114-113. Et comme tu le mentionnes, les trois juges, souvent, il y a des disparités entre les rounds. Les rounds où on est à l'unanimité sont très rares. Je pense qu'il y en a 4 de mémoire, dont le premier qui s'est soldé 18 de toute évidence en raison d'une chute au tapis de Derevchenko. Donc, ça prouve à quel point parfois ça peut être compliqué de juger des rounds. Qu'est-ce qu'on aime mieux? La précision de Golovkin, le volume de son adversaire? Ça dépend de la philosophie. Il n'y a personne qui s'est relativement trompé. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Il y a aussi le fait qu'on a l'habitude de voir Golovkin dominer et que quand on ne le voit pas aussi dominant que d'habitude, quand il n'est pas aussi bon que ce à quoi on s'attend, on a tendance à pas lui donner le round parce qu'on se dit on s'attendait à mieux. Il fait pas ce qu'on attend, donc pas qu'on cherche à donner des rounds à son adversaire, mais que ça remplit pas nos attentes, donc on se dit ok, il a perdu ce round-là. C'est pas toujours comme ça, et c'était des rounds très serrés avec Derevchenko qui lui, à mon avis, en a fait assez pour l'emporter dans la majorité de ces rounds-là par son activité. Il a lancé beaucoup plus de coups que Golovkin, mais Golovkin était un peu plus précis. Il faut penser à sa puissance aussi, que la force et l'efficacité des coups, c'est un critère pour juger les rounds. Et dans ce cas-là, on connaît la puissance de Golovkin, donc on a tendance à lui donner l'avantage au niveau de la puissance quand il touche, quand il atteint la cible. On se dit, ok, ce coup-là, ça vaut peut-être deux ou trois coups de Derevchenko. Mais l'Ukrainien lui a fait mal, surtout au corps. J'avais une petite statistique. Golovkin, sur les 243 coups qui ont touché la cible, un pourcentage de réussite de 33,8 %, seulement 22 coups au corps. Son adversaire, 230 en 738, légèrement plus actif pour 31,2 %, donc ça se ressemble énormément, mais 50 coups au corps. C'est ça qui a fait la différence. C'est 2 fois et demi d'avantage. C'est ça qui a fait la différence, à mon avis, dans ce combat-là. Ce que Derevchenko a très bien fait, c'est il a très bien utilisé son jab, qui est d'habitude l'arme principale de Golovkin. Là, il a réussi à rivaliser avec le jab de Golovkin et souvent à avoir le dessus sur le Kazakh. Et c'est aussi son travail au corps acharné. Dès le premier round, il a commencé à travailler au corps et il n'a jamais arrêté. Au 12e, il continuait à attaquer Golovkin au corps. Et on sait que Golovkin, on l'a jamais vu ébranler, on l'a jamais vu mal en point, on l'a jamais vu avoir vraiment mal parce qu'il a une mâchoire d'acier, c'est un très bon encaisseur. Mais quand tu encaisses bien la tête, il faut descendre au corps. C'est ce qu'a très bien fait Derevchenko. Et il lui a fait mal avec un crochet au foie. Je pense que c'était au 5e round, si je ne me trompe pas. 4e ou 5e. Il lui a fait vraiment mal. On a vu Golovkin se plier, reculer. Ce qu'on voit d'habitude jamais. On dirait que c'est impossible de faire mal à Golovkin. Non, c'est possible au corps. Et c'est peut-être Canelo qui avait montré la voie dans son combat précédent où il avait très bien travaillé au corps aussi. Je ne pense pas qu'il avait fait particulièrement, qu'il avait blessé Golovkin au corps comme l'a fait Derevchenko, mais il avait montré un peu que c'était
un endroit où le Kazakh était peut-être un petit peu plus facile à atteindre et que que si on ne pouvait pas lui faire mal à la tête, on pouvait lui faire mal au corps en tout cas. Et ça, Derevianchenko l'a très bien fait. Et ce qu'il a bien fait aussi, c'est qu'il a fait reculer Golovkin. On ne voit jamais Golovkin reculer. D'habitude, c'est un rouleau compresseur, il avance, il met énormément de pression, il coupe le ring. Là, on l'a vu souvent, avec le poids sur la jambe arrière, reculer devant la pression et l'activité de Derevianchenko. C'est quelque chose qu'on voit très, très rarement. D'ailleurs, ça m'amène à demander, tu soulignes ce fait-là, est-ce que c'est parce que Golovkin est rendu un peu plus vieux qu'il y a de la difficulté à maintenir le rythme? Je pense pas, parce que Derevianchenko a lancé quand même beaucoup de coups pour un poids moyen. Il est très actif. Donc, forcément, quand tu as un puncher comme Golovkin, tu n'envoies pas des combinaisons de 12 coups, tu envoies une combinaison, après tu vas prendre un pas de recul pour reprendre un petit peu ton souffle, c'est par séquence. Alors que Derevianchenko, lui, c'est sans arrêt qu'il travaille. Il y a très peu de moments où il est inactif dans un combat. Donc ça, forcément, pour Golovkin, c'est plus compliqué de suivre ce rythme-là. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être l'association avec Banks, Jonathan Banks, son nouvel entraîneur, qui pour l'instant n'a pas vraiment porté ses fruits. Son combat contre Steve Rhodes, qui était le premier sous la tutelle de Banks, n'avait pas été particulièrement convaincant. Il lui avait passé un chaos spectaculaire, mais la performance en elle-même, dans son ensemble, n'était pas à l'image de ce qu'on avait déjà vu de Golovkin. Et là, celle-là n'était pas non plus à la hauteur de ce qu'on avait vu avant. Est-ce que c'est Banks qui lui demande d'être un peu plus all-around, d'être un boxeur plus complet, de bouger un peu plus, de boxer parfois en reculant? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'avec Abel Sanchez, on utilisait un peu mieux les qualités de Golovkin, qui sont des qualités de pression, couper le ring et être plus agressif. Là, j'ai l'impression que parfois, c'était Derevianchenko qui le faisait reculer, mais c'était parfois un choix aussi d'être moins agressif envers l'Ukrainien et d'essayer de le boxer un petit peu plus. Ça n'a pas été particulièrement convaincant. Pas que Golovkin ne soit pas capable de le faire, mais dans ce cas-là, c'était peut-être pas la tactique à avoir contre Derevianchenko. À mon avis, il aurait fallu lui mettre plus de pression, avoir le Golovkin des beaux jours qui continue à avancer. Je pense qu'il y a cette influence de Jonathan Banks qui a quelque chose à voir là-dedans, mais il y a aussi l'âge, à mon avis, parce qu'il est rendu à 37 ans et forcément, on ne peut pas garder le même rythme. Le corps vieillit et je pense qu'on en a vu un bel exemple parce qu'il manquait un petit quelque chose, si tu veux. Ouais, d'autant plus que Golovkin, on l'oublie, a été impliqué dans plusieurs combats difficiles au cours des peut-être 2 dernières années. Bon, on avait connu un début de carrière assez fulgurant. Il passait ses adversaires à la trappe très rapidement, mais là, il a été impliqué dans des guerres, 2 guerres avec Canelo, qu'il a gagné ou pas, ça compte plus aujourd'hui. C'est des combats qui ont été taxants. Même chose pour Daniel Jacobs, qui est réputé pour, disons, demander beaucoup d'efforts à ses adversaires pour le battre. Et puisque tu as apporté le sujet de Banks, on n'a pas dit, mais Derevianchenko a été coupé à un œil. Travail assez exceptionnel de son équipe qui a été en mesure de colmater la brèche. Mais reste que ça a été un peu un problème qu'on a surveillé pendant tout le combat, un peu comme ça avait été pendant celui de Tyson Fury, son dernier combat. Et on trouvait qu'il n'y avait pas de sentiment d'urgence du côté de Golovkin parce que je m'étais passé la réflexion, je pense que c'était après le 4e, justement le moment où il avait été ébranlé au corps, que même s'il l'emportait parce que en raison de la coupure de son adversaire, c'était pas une prestation qui avait été convaincante. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué justement le travail de Banks en disant qu'on n'était pas dans l'urgence. À la mi-combat, vu que ça avait été... DAZN a montré une reprise très claire que c'était vraiment un coup de poing qui avait causé la coupure. Par exemple, l'arbitre, lui, avait déterminé que c'était un coup de tête accidentel. Mais dans l'État de New York, on nous expliquait qu'il n'y avait pas recours, par exemple, comme au Nevada, à la reprise vidéo. On pouvait corriger la décision de l'arbitre, mais on se disait, là, Golovkin, le combat peut s'arrêter à tout moment. Et si on se fiait à la carte maison de Chris Mannix, ben là, il perdait. Donc, il faut commencer à passer en 2e vitesse, essayer de gagner les rondes. Parce que Golovkin, le peu de rondes, il a décidé d'être vraiment maître de la situation. Il était très, très dominant. C'est lorsqu'il était plus passif qu'on avait l'impression qu'il boxait sur les talons. Et là, son adversaire, par son style, donnait l'impression d'arracher les rounds. Malgré que, bon, il y a quelqu'un qui s'est amusé c'est un travail de moine, de sortir plusieurs séquences au ralenti. On voyait qu'il quand même était capable de parer les coups de manière assez exceptionnelle. Là,
si on regarde les statistiques, c'est quand même fait beaucoup de touchés, mais a quand même par moment évité aussi des coups assez dangereux. Ouais, il en a bloqué plusieurs et c'est pour ça que c'est dur à juger parce que sur le direct, tu penses que le coup a touché, mais en fait tu vois que le coup te bloque un petit peu. C'est des coups qui ont quand même un impact, mais qui ne sont pas des coups qui vont t'amener des points sur la carte des juges. Donc c'est compliqué dans ce genre de combat-là où il y a souvent des échanges en combat rapproché. C'est souvent difficile de voir clairement ce qui se passe. Donc l'activité fait en sorte que quand tu lances des coups, même s'ils n'atteignent pas la cible, un juge peut penser que ça atteint la cible s'il est placé derrière le boxeur qui voit pas, il voit pas le coup arriver, il voit juste le dos du boxeur, il va penser que ce coup-là atteint la cible alors que c'est pas le cas. Donc c'est pas non plus une mauvaise performance de la part de Golovkin. C'est pas à la hauteur de ce qu'on avait l'habitude de voir de sa part, mais ça veut pas dire qu'il a fait un mauvais combat et qu'il ne méritait pas la victoire. Personnellement, je pense que Derevianchenko aurait dû le gagner. Mais c'est un combat très très serré, c'est vraiment pas un scandale que ce soit Golovkin qui ait gagné et c'est le genre de combat où je m'attendais à avoir une décision partagée, où c'est vraiment, ça peut aller d'un côté comme de l'autre parce qu'il y a tellement de rounds qui sont très très proches, où il y a très peu de choses qui séparent les deux boxeurs que tu peux avoir, c'est le genre de combat où tu peux avoir un 116-112 pour un boxeur et 116-112 pour l'autre boxeur. D'ailleurs, peut-être les spectateurs présents ont été un peu sévères avec Golovkin dans le U1. Bon, je peux comprendre qu'on a eu la décision, mais en même temps, on ne peut pas non plus évacuer le fait que Golovkin a tout laissé dans l'arène. Il ne s'est pas défilé, c'est pas qu'il s'était sauvé. Il a fait face à la musique, a été souvent impliqué dans des guerres de tranchées avec son adversaire. Donc, je trouve ça un peu, disons, malhabile de le huer. D'avoir un combat aussi bon que ça, on va en parler pour les combats de l'année dans quelques mois. Et tu hues le combat à la fin, ça paraît un petit peu bizarre, mais bon, c'est vraiment, ils ont hué la décision et pas la performance des deux boxeurs, mais ils ne méritaient pas de huer parce que il a fait le combat qu'il a pu faire. Il a pas, c'est pas comme s'il boxait en retenant un petit peu ses capacités, il a donné tout ce qu'il pouvait. Et ça a donné un excellent combat et les deux boxeurs, à mon avis, en sortent grandis parce que Derevianchenko, malgré la défaite, moi je veux le revoir. C'est un boxeur qui peut embêter n'importe quel champion chez les moyens et qui va donner des combats spectaculaires parce qu'il est très actif, il cherche la bagarre. De l'autre côté, il sort de 36 rounds assez difficiles. Jacobs, Cockley, c'est... son combat précédent, c'était Jack Cockley. Et maintenant, Golovkin. Donc lui aussi, peut-être le syndrome Provodnikov. Après l'avoir affronté, souvent on sortait de ces combats meurtriers. Est-ce que tu as d'avis, beaucoup de gens ont louangé le plan de match d'André Rozier. Est-ce que tu es d'avis qu'il a, d'une certaine manière, là, en très grand guillemets, exposé Golovkin avec la stratégie de... Un petit peu, oui. Surtout avec son travail au corps. Le jab, il faut que tu aies le boxeur qui soit capable de jabber avec Golovkin parce que le jab de Golovkin est très lourd, très précis. Il faut un gars qui a un jab actif et qui le double, qui le triple comme l'a fait souvent Derevianchenko pour faire reculer Golovkin. Mais c'est vraiment pour moi le travail au corps qui a été le grand point positif de la stratégie de Rozier. Et il avait de l'expérience contre Golovkin, il l'a déjà affronté en étant dans le coin d'adversaires précédents de Golovkin. Donc il savait un petit peu à quoi s'attendre déjà, il avait déjà vu des tendances en étant vraiment bien placé au bord du ring. Donc il a fait un excellent plan de match, mais il faut que tu aies le boxeur qui soit capable de l'appliquer contre Golovkin, ce qui est vraiment pas facile. Tu peux arriver avec le plan de match parfait, si tu as un boxeur qui n'a pas les capacités de le mettre en place, ça donnera rien. Là, Derevianchenko a très bien répondu, mais il faut donner du crédit à Rozier parce que il lui a permis de montrer les failles dans l'armure de Golovkin. Il y avait d'autres combats intéressants qui ont été présentés dans les combats préliminaires, notamment Ivan Baranchyk, qu'on retrouvait après sa participation à la Super Série mondiale de boxe, l'emporte au 4e round par arrêt de l'arbitre contre Gabriel Bracero, qui est redevenu un peu dans cette division de poids-là un incontournable d'une certaine manière. Oui, parce que Bracero, c'est pas non plus le plus grand boxeur de la catégorie, mais il a passé sur le corps. Dès le premier son de cloche, il est allé pour le knockout. Il est très physique, très intense. Baranchyk, ça se voit déjà à l'œil nu, il est découpé au couteau. Il est énorme aussi pour la catégorie, très, très large, très épais. Et
j'ai pas trop aimé sa manière de combattre parce qu'il est capable d'être un peu plus technique. Il a vraiment lancé des coups très larges. Il cherchait le knockout sur chacun des coups. Je préfère quand il prépare un peu mieux ses attaques, qu'il utilise son jab, qu'il est un peu plus technique. Mais là, il y est allé pour le spectacle. Il voulait vraiment lui passer le KO et c'est ce qu'il a fait au 4e. Un crochet à la mâchoire qui a commencé le trouble pour Bracero et ensuite un crochet au corps et là, c'était terminé. Mais avec Ramirez qui a unifié les ceintures et le prochain combat entre Prograis et Taylor un des deux va aussi unifier les 2 autres ceintures. Ça fait 2 adversaires très crédibles pour Baron. Je veux dire, Baranchik sera un adversaire très crédible pour ces 2 champions unifiés. Si c'est Taylor, à mon avis, ça n'arrivera pas parce qu'il a déjà battu à la Super Série mondiale. C'était Prograis, il y a quand même une histoire ça. à faire avec un combat comme celui-là. Ça reste une division qui est très dynamique à 140 livres et Baranchik va être dans le mix des challengers les plus sérieux parce qu'il amène un combat à chaque fois. Là. Tu ne peux pas te défiler contre Baranchik, il va forcer le combat et tu vas être obligé de travailler pour le battre. Ce n'est pas le boxeur le plus technique, mais c'est un gars qui est très très physique, très intense. J'attendais beaucoup le combat d'Israël Madrimov. Si on regarde le résultat, Alejandro Barrera par arrêt de l'arbitre au 5e round, mais son entraîneur Joël Diaz, pas très content, a trouvé que son boxeur s'était beaucoup trop lancé à l'intérieur, devenu vulnérable au combat rapproché. C'est drôle, ça me fait penser à des critiques qu'on a entendues au sujet d'Arslanbek Mamoudov. Son entraîneur Marc Ramsey disait un peu de difficulté dans les corps à corps, nonchalant, j'aimerais qu'il travaille sur cet aspect-là et ça semble être un peu beaucoup. Ça revient souvent avec les boxeurs issus de l'ancien bloc soviétique. Madrimov, qui est originaire de l'Ouzbékistan. Ouais. Bon, son 5e combat dans les rangs professionnels. On se doute qu'il y a des choses à peaufiner, mais c'est quand même intéressant de voir des éléments à travailler qui se regroupent là, pour certains boxeurs. Ouais. Et aussitôt dans sa carrière, d'être en demi-finale d'un combat de Golovkin, ça montre que c'est tout un boxeur. Et j'aime beaucoup son style. C'est un gars qui est très très agile, qui a des appuis très dynamiques. Il change d'angle, il lance des coups qui viennent d'un peu nulle part. Par contre, ce style-là fait en sorte qu'il a les mains très basses. Et ça, contre des adversaires de ce calibre-là, ça passe. Contre des adversaires de l'élite, ça ne passera pas. Il faut qu'il garde les mains un peu plus hautes. Mais en même temps, ça fait partie de son style. Tu ne peux pas bouger comme il bouge avec les mains en haut comme ça. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Mais il se rend vulnérable avec son style. Mais en même temps, c'est très spectaculaire. Mais c'est vrai que quand c'est pas un boxeur qui est là pour boxer à l'intérieur. C'est un gars qui va être in and out avec son mouvement. Et si tu le forces à se battre à l'intérieur, il va avoir un petit peu de mal de par son style de boxe. C'est pas son combat d'être à l'intérieur. Un petit mot peut-être en terminant sur Ali Akhmedov, là, victoire par arrêt de l'arbitre au premier round. Ouais. As-tu été impressionné par le petit échantillon que tu as vu? Oui, un beau KO, une droite solide sur la tempe, sur le côté de la tête. Et c'était rapide et efficace, mais il faudra voir contre des adversaires de plus haut niveau. Mais à ce moment-là, c'est un petit peu comme ce qu'on voyait avec Makhmoudov, c'est qu'il traverse ses adversaires quand ils sont de niveau un peu moindre. Il lui faut des adversaires un peu meilleurs pour pouvoir lui donner des rounds et lui permettre de montrer un peu tout ce qu'il sait faire. Parce que là, c'est impressionnant, mais ça a duré quoi, 1 minute 30 44 secondes. Oh ouais, encore moins. Je sais pas pour toi, Adrien, j'ai pas une petite journée de congé vendredi, pas trop suivi l'actualité. Donc, samedi soir, je m'installe devant le téléviseur, je vais regarder Claressa Shields. Hein? Ouais. Et là, oups, pas de combat. Situation assez particulière. L'entraîneur de son adversaire qui a été frappé au visage et n'a pas voulu monter dans le ring parce que son entraîneur n'y était pas. C'est une décision qui est tout à fait respectable, surtout dans un combat de cette envergure. Un peu l'aura autour de Claressa Shields là, qui s'assombrit malheureusement. Là, il y a on semble avoir des événements qui se répètent. C'est pas évident. Hein? Ouais, je ne sais pas si c'est quelqu'un du clan de Claressa Shields qui a fait ça parce que on ne sait pas encore qui... On ne connaît pas l'identité de l'agresseur, mais je ne sais pas si tu as vu la photo avec Abazine qui avait son entraîneur dans les bras, la tête en sang. C'était assez spectaculaire et on voit à son visage qu'elle n'est pas prête à se battre. Elle a eu beaucoup d'émotions négatives dans ces événements-là et elle était très inquiète. Il est resté 20 minutes inconscient dans la salle de la pesée avant d'être amené à l'hôpital. Donc, écoute, un événement... qu'on ne peut que déplorer, mais c'est normal que ce combat-là ait été annulé. Tu ne peux pas arriver en championnat du monde sans ton entraîneur dans ton coin. Après avoir vécu ça la veille des événements comme ça, c'est normal que le combat soit annulé.
Ça amène évidemment des questions à se poser là, sur toute la sécurité qui entoure les pesées et les conférences de presse dans le monde de la boxe. Au Québec, bon, quand c'est présenté au cabaret du casino, il y a quand même une sécurité qui est effectuée, mais reste que quelqu'un qui veut vraiment se faufiler peut y parvenir. Donc, est-ce qu'on va décider de changer certaines choses? Parce que là, c'est pas une conférence de presse ou c'est un événement qui est organisé par les promoteurs, mais une pesée, en principe, c'est la commission athlétique ou ici la régie des alcools, des courses et des jeux qui gèrent le trafic. On a déjà vu des fois des incidents avec des événements. Là, maintenant, on s'assure. On se souvient avec David Lemieux contre... est-ce que c'était à Sanendam? Là, il y avait quiproquo sur la petite scène qui avait été installée au sous-sol du Centre Bell. Donc, maintenant, on s'assure que c'est juste les principaux intéressés qui ont le droit d'accès, mais... Ce qui m'étonne dans le cas de Shield, c'est que le gars n'a même pas été arrêté. Il a réussi à agresser quelqu'un, à le rendre inconscient, à le frapper violemment à la tête et à s'enfuir sans que personne n'arrive à voir qui c'était, à l'arrêter. Je ne comprends pas. Tu vois toujours dans les pesées, il y a des gardiens de sécurité qui font 6 pieds 9 et 300 livres. Et ils n'ont pas vu le gars s'enfuir, ils l'ont pas. Je ne comprends pas comment ça a pu se passer comme ça, mais il va falloir attendre la fin de l'enquête pour voir qui est ce personnage et quel lien il a avec les deux boxeuses. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir quand on aura davantage de détails. Beaucoup d'actualités chez Eye of the Tiger Management. Adrien, ça commence par Steven Butler. Bon, le promoteur Eddie Hearn avait dit au cours de la fin de semaine dans différentes entrevues, c'est fait. Demetrius Andrade va défendre son titre des moyens de la WBO contre Steven Butler, mais ce n'est pas nécessairement les échos qu'on avait reçus. Ça entrait beaucoup en contradiction avec les propos que Camille Estefan avait tenus pendant la semaine de ces deux galas à la fin septembre. Disait, on avait eu un offre au mois de février, on n'était pas convaincu que Butler était encore au niveau pour affronter un boxeur de la trempe d'Andrade. Le combat contre Kopilenko, je ne suis pas convaincu les sceptiques. Son dernier combat, ça a duré le temps des roses. Et là, on a appris finalement, il y a 3 adversaires qui sont en lice. Demetrius Andrade, le champion régulier de la WBA Ryota Murata, ou encore Demetrius Ballard, dont on a annoncé la prolongation de son entente avec Golden Boy Promotions. Et quand le nom de Murata est sorti, je trouvais ça intéressant. C'est un combat de championnat, mais c'est surtout, Murata est associé à Top Rank et Butler, au sens large, avec Golden Boy Promotions. On a vu les deux clans faire des affaires au cours des derniers mois. Je pense notamment, tu parlais de Ramirez, champion à 140 livres, est devenu champion unifié en affrontant Maurice Hooker, associé à la plateforme DAZN. Je trouvais, les boxeurs sont comme pas obligés au sens large de s'affronter. Et là, on a des boxeurs en ascension. Je trouvais ça merveilleux. Est-ce que, point de vue sportif, c'est un combat qui t'enchante ou... tu te dis, c'est préférable d'affronter Murata plutôt qu'un boxeur davantage technique comme Andrade. Mais en même temps, on dit, je pense que c'est Sébastien Bouchard, le boxeur québécois sur les réseaux sociaux, a écrit qu'il a déjà vu dans une séance d'entraînement à Miami, Andrade se retrouver les 4 fers en l'air et qu'à son avis, Butler a la puissance pour réussir le même exploit. Dans les 3 boxeurs que je t'ai nommés, contre lequel tu aimerais voir Butler se mesurer, contre lequel il a peut-être plus de chances de gagner? Plus de chance, je dirais Ballard, mais j'aimerais le voir contre Murata. En fait, j'aurais aimé voir 1 ou 2 combats contre des adversaires de niveau intermédiaire pour pouvoir le préparer. Comme c'était censé le 5 décembre en Californie. Oui, pour pouvoir le préparer à un combat contre l'élite. Je trouve que c'est un petit peu rapide, mais en même temps, tu ne veux pas laisser passer le train. C'est toujours le pour et le contre, il faut gager. Est-ce que cette opportunité-là va revenir à un moment où tu seras un peu plus prêt pour ce genre de combat, ou est-ce qu'elle va passer et elle ne va jamais revenir et il faut la saisir maintenant? On a déjà vu des boxeurs comme Eleider Alvarez, pour ne pas le nommer, attendre sur la voie de dessert pendant des années en espérant avoir sa chance. Et tu ne veux pas, dans le cas d'un jeune comme Butler, faire ce genre d'erreur-là, ou de se retrouver dans ce genre de situation. Et d'autant plus que s'il affronte un boxeur de niveau intermédiaire, un peu comme Kopilenko par exemple, et qu'il offre une performance comme celle-là, ou qu'il y a un accident comme la défaite contre Brandon Cook, ton combat de championnat, tu vas peut-être plus jamais le revoir, ou tu vas le revoir dans plusieurs années, il faudra attendre un bon moment. Donc tu ne veux pas
passer à côté de ce genre d'opportunité-là. Donc je pense que c'est ce qu'on se dit du côté d'Eye of the Tiger Management et qu'on veut y aller tout de suite avec Butler pour ne pas risquer de perdre ce combat de championnat qui serait très lucratif pour le Québécois. Mais je pense qu'il lui manque peut-être 1 ou 2 combats pour se préparer, pour être vraiment dans une situation optimale pour ce genre de combat. Après, entre Android et Murata, moi je préfère qu'il affronte Murata. Je pense qu'il est pas que je pense qu'il le battrait facilement, mais je pense qu'il est un peu plus prenable qu'Android. Android est vraiment compliqué pour n'importe qui. Je pense qu'il est du niveau de Canelo, de Golovkin. Il est dans cette classe-là. Android, Murata est peut-être une coche en dessous. C'est un gars qui est très physique, Murata, qui cogne dur, mais qui a des défauts, notamment dans son jeu de pied. On a vu, c'était contre Rob Brant, le premier combat. Il s'est fait dominer assez facilement par l'Américain, qui était plus mobile, qui était mobile du haut du buste, donc qui esquivait beaucoup de coups. Et Murata a jamais réussi à s'adapter. C'est pas un gars qui a des plans de match A, B, C, D. Lui, il a un plan de match et qui fonce tout droit. Il envoie jab et direct et il finit par passer le KO. Je pense que que Butler est assez complet pour pouvoir s'adapter à cette boxe. Ça ne veut pas dire qu'il battra Murata, mais le mariage des styles lui correspond plus dans le cas de Murata que dans le cas de Android, qui Parce est que un Murata, cauchemar. on l'attendait énormément médaillé d'or aux Jeux olympiques de Londres, là. Je ne veux pas dire de bêtises. Naturellement, il est très, très populaire au Japon. D'ailleurs, il y a toujours des galas qui sont organisés soit le soir de la Saint-Sylvestre ou le soir du Nouvel An. Donc, il y a beaucoup d'engouement là-bas. Il y a beaucoup d'argent. On est capable d'attirer des adversaires assez intéressants. Mais, comme tu l'as évoqué, c'est contre une dame, une défaite qui a été capable de venger. Hein? Cette défaite-là n'était pas méritée, par contre, contre une dame. Il aurait dû l'emporter. Il y a eu une décision difficile à comprendre. Il l'a vengé après Comme Brent aussi a été en mesure de s'ajuster. Ouais, contre Brent, la défaite, par contre, il l'a mérité, la première, où il s'était fait dominer Brent, se déplacer autour de lui, jouer au Matador. Par contre, le deuxième affrontement, ça a fini par KO, deuxième round, je pense, et c'était un rouleau compresseur, il l'a écrasé. Donc, il a aussi des performances qui ne sont pas tout le temps égales d'une sortie à l'autre, Murata. Et si Butler le prend dans un mauvais jour, ça peut tourner à son avantage. Il a aussi la puissance pour faire mal à Murata, parce que Murata n'a pas une défense imperméable, donc il est quand même relativement facile à atteindre. Et je pense que si Butler joue bien ses cartes, il est capable de lui faire mal. Ça reste un combat très compliqué pour Butler, mais c'est à mon avis plus faisable qu'un combat contre Android, qui est un cauchemar pour n'importe qui. Android attaque avec des combinaisons, se déplace très très bien, attaque avec des angles différents, c'est vraiment très très compliqué. Il est gaucher en plus. Il a vraiment tout, Android, pour embêter n'importe qui. On a annoncé les grandes lignes du gala du 7 décembre qui s'est présenté au Centre Bell. Retour, hein, la dernière fois, c'était pour Stevenson Fonfara 2 et Pascal contre Alvarez. Là, c'est mois de juin 2016. Ça fait 2017, 2016, en tout cas, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de boxe au Centre Bell. C'est David Lemieux qui va être en finale de cet événement. On attendait peut-être jusqu'à la dernière seconde de lui trouver une place sur le gala Canelo Alvarez contre Sergei Kovalev le 2 novembre. Et on annonce qu'il va affronter Max Bursak. Ce sera les débuts officiels de David Lemieux chez les poids super moyens. On se souvient, il était censé affronter John Ryder un peu plus tôt cette année. Malheureusement, il s'est blessé à une main pendant le camp d'entraînement. On a dû reporter ce combat-là qui aurait été pour un titre de la WBA. Qui aurait été très bon aussi comme combat. Ouais. Est-ce que tu es content de l'annonce de Max Bursak ou ça ne devrait pas être trop compliqué pour le mieux? On joue sur la carte que Bursak n'a jamais été arrêté avant la limite depuis le début de sa carrière. Je pense que c'est ça. C'est un petit peu ce qu'on dit souvent quand un boxeur change de catégorie. Moi, j'aime bien qu'il ait un combat de bienvenue. C'est ce qu'on faisait dans l'ancien temps. Ouais. Il n'y a pas si longtemps. Même des boxeurs, je regardais Manny Pacquiao, des fois était champion du monde déjà reconnu. Ben, oups, on s'offrait un petit combat... justement, pour tester le corps. Pour s'adapter à la maintenant, catégorie. c'est plus du tout comme ça. Oui, mais dans ce cas-là, je pense pas que Bursak ait les habiletés pour déranger le mieux, pour le battre. Mais c'est vrai que c'est un gars qui est très solide physiquement, il est costaud, c'est un bon encaisseur. Ses défaites, c'est contre des gars qu'on connaît, Hassan N'Dam, Martin Murray, Gilberto Ramirez plus récemment, qui n'ont pas réussi à lui passer le KO. Pourtant, Murray et Ramirez sont des bons cogneurs, ont une bonne force de frappe. Donc, si David Lemieux arrive à passer le KO à Bursak, qui est un vétéran
Il a fait beaucoup de combats, surtout en Europe, contre les meilleurs Européens. S'il arrive à passer le KO à ce gars-là, ça envoie un message que je suis capable d'amener ma puissance à la division supérieure. Et sans nécessairement lui passer le KO, c'est en mesure, pendant certains moments précis dans le combat, de le mettre un peu dans le trouble, de le coincer contre les câbles, de le faire reculer. Mais ce sera une bonne indication aussi. Oui, donc c'est un combat pour se placer chez les super moyens, pour montrer qu'il appartient à cette catégorie et aussi pour se tester, de pouvoir encaisser des coups d'un vrai super moyen qui est là dans cette catégorie depuis plus longtemps que lui, de voir si la différence de taille aussi parce qu'il mesure 6 pieds, Bursak. Donc c'est vraiment de s'adapter à cette nouvelle catégorie et c'est pas un boxeur qui va représenter vraiment un grand danger pour battre le mieux, mais c'est un gars qui va le forcer à travailler. Donc je trouve que c'est un bon combat de bienvenue chez les super moyens. Et après, j'espère qu'il va pouvoir affronter John Ryder parce que ce combat-là, à mon avis, serait très intéressant avec le Britannique. J'espère que ça va finir par se faire parce que c'était un combat qui m'intéressait déjà quand il avait été annoncé en début d'année. Il y a eu cette blessure qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu voir le combat, que le combat a été annulé. Mais j'aimerais que finalement ça aboutisse et qu'on y arrive peut-être après ce combat contre Bursak ou peut-être dans 2 combats. Oui, parce que ça fait, comme tu nous l'as dit, ça va faire plus qu'un an, 3 mois, 15 mois qu'on ne l'a pas vu dans le ring. La dernière fois, ça a duré 2 minutes 44 contre Gary O'Sullivan. Auparavant, un combat au mois de mai 2018 au Centre Vidéotron à Québec contre Karim Machaut, qui s'était rendu à la limite de 12 rounds. On se souvient, le mieux n'avait pas été en mesure de respecter la limite de 160 livres. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de problème. Logiquement, il ne devrait pas ça devrait à 168. y en avoir. 2 autres combats que je vais surveiller avec énormément d'attention sur cette carte du 7 décembre. Arslanbek Mahmoudov, qui lui va en être à un 10e combat professionnel, affronte le Nigérien Samuel Peter. Ouais. Et Simon King, lui, affronte Sergei Yakovitch. C'est l'adversaire qui était pressenti avant qu'il ne s'incline contre Dylan Carmen. Donc, après un petit détour pour un combat pour reprendre, si on veut, confiance en ses moyens et venger la défaite contre Carmen, on est de retour au plan initial, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, certaines voix ont osé un peu critiquer les choix. On dit, oui, OK, c'est des tests intéressants, mais en même temps, c'est des noms qui étaient dans l'actualité il y a un an. On avait beaucoup d'attentes pour ce gars-là au Centre Bell. Ça aurait été plaisant d'avoir des adversaires un peu plus intéressants. Mais d'un autre côté, il y a de la concurrence dans le monde de la boxe et un adversaire comme Samuel Peter, dont les meilleures années sont résolument derrière lui, ça va permettre de voir si Mahmoudov, il y a une amélioration un peu dans les défauts qu'on veut corriger, notamment dans les corps à corps. Est-ce que tu penses que Peter est en mesure d'offrir une position digne de ce nom à Mahmoudov ou au contraire, on va voir le boxeur qu'on a vu à son dernier combat là, qui s'est littéralement fait acte de présence? Je sais pas parce que il commence à être vieux, Samuel Peter, puis il a eu des guerres aussi, lui, beaucoup de combats de haut niveau. On s'en souvient de son combat contre Vladimir Klitschko, il l'avait envoyé 3 fois au tapis avant de s'incliner, mais ça remonte déjà à, c'était quoi, 2006, 2007, donc ça fait 13 ans à peu près. C'est un boxeur qui en a perdu beaucoup, qui dernièrement était beaucoup moins impressionnant, mais ça reste qu'il a les habiletés. C'est un vétéran, il a toute cette expérience, mais je pense que physiquement, il en a perdu beaucoup. Et contre Makhmoudov, il va trouver ça compliqué, mais c'est une bonne indication, je pense, pour Makhmoudov d'avoir un vétéran comme ça, un ancien champion du monde, de pouvoir ajouter ce nom-là à ta fiche. C'est important pour que dans le futur, quand les gens regardent sa fiche, ils disent « Ok, il a déjà battu Samuel Peter, il a battu un tel. » C'est ce qu'on disait. On voulait un nom qui allait un peu impressionner dans le monde de la boxe. Et je pense que celui de Peter impressionne encore parce qu'il a accompli dans les rangs professionnels. Voilà. C'est plus le boxeur d'aujourd'hui qui impressionne, mais ça reste un nom qui veut dire quelque chose chez les poids lourds. Donc c'est une bonne étape pour Makhmoudov. Après, je pense qu'il va affronter des gars un peu de ce style-là, mais qui ont connu leurs meilleures années beaucoup plus récemment. Avant de continuer à monter les échelons, mais c'est quand même un bon... Faut pas oublier qu'il est seulement à son 10e combat. Même si on a de grands espoirs en lui, c'est pas le moment non plus d'aller trop vite. Et ça fait partie de la progression normale d'un boxeur. Et on parlait d'anciens champions du monde. Dans le cas de Simon King, Liakovic aussi a été brièvement champion. Ouais, de la WBO, je crois. Et donc ça reste un adversaire qui a boxé au haut niveau.
il y a longtemps lui aussi. Ça fait quelques années, mais c'est un gars qui a encore les capacités. Je pense que physiquement, c'est un peu la même histoire que Samuel Peter. Physiquement, il est loin de ses meilleures années, mais il peut encore déranger un boxeur. Surtout qu'on a déjà vu les lacunes chez Simon Keane. Oui, on peut s'accrocher à l'espoir de répéter ce que Dylan Carmen avait fait. Ouais. On connaît les failles et on peut les exploiter. Et il a une technique beaucoup plus sûre que Dylan Carman. Donc, il représente un plus gros danger pour Simon Keane que Samuel Peter pour Makhmoudov, qui, à mon avis, Makhmoudov devrait... je pense qu'il va lui passer le KO. Dans le cas de Simon Keane, c'est un vrai bon test pour le Québécois, parce que ça va être compliqué contre Liakovic, qui même s'il est rendu, je dirais pas au bout du rouleau, mais il est vieux maintenant, et il est plus le boxeur qu'il était, mais ça reste un gars tu perds pas ta technique. Même si tu vieillis, tu perds la vitesse, tu perds peut-être légèrement de force de frappe, et encore, tu perds tes réflexes, mais tu perds pas la technique et le coup d'œil que tu as dans le ring. Donc, je pense qu'il est capable de faire travailler très dur Simon Keane, peut-être même de le battre. On ne le souhaite pas, mais c'est un adversaire quand même relativement dangereux pour Keane. Kim Clavel aussi va être de cette carte. On parle d'un combat possiblement pour un premier titre mineur depuis le début de sa carrière, ce qui sera une bonne nouvelle. Là. Ça va lui permettre de progresser dans les classements mondiaux. Et Mathieu Germain aussi. Dans son cas, on disait son nom allait probablement disparaître des classements de l'IBF. Ça a été confirmé avec la dernière mise à jour. A perdu sa 11e place et c'est Batir Yukembayev qui l'a prise. A battu Miguel Vasquez. Il y avait 2 titres mineurs, dont un de l'IBF qui était à l'enjeu. Donc, pour Yukembayev, on fait l'entrée dans les classements. Et possiblement là, la marche, on peut l'espérer vers un combat de championnat du monde ou un combat peut-être éliminatoire à plus court terme. Ça serait, il va y avoir du mouvement à 140 livres, notamment avec... on va assurément, à moins d'un verdict nul entre Prograis et Taylor, on va avoir 2 champions qui vont détenir toutes les ceintures. On a vu, on a été assez prompt à réagir du côté de l'IBF avec Canelo pour lui retirer sa ceinture à 160 livres. Donc, il y a peut-être une occasion là, de se glisser, parce qu'on sait que l'IBF, c'est la seule organisation qui est basée aux États-Unis. On a quand même des règles assez précises. C'est pas à la va comme je te pousse. Si on veut un combat éliminatoire, on peut... faut suivre un ordre et demander aux aspirants. Donc, est-ce qu'on va vouloir investir de ce côté-là? On aura l'occasion de poser la question à Camille et Stéphane. Mais bon, pour l'instant, c'est un autre boxeur d'Eye of the Tiger qui se retrouve dans les classements mondiaux. Donc, ce sont de bonnes nouvelles. Oui, et il continue sa progression. On va voir jusqu'à où il peut aller. Ça risque d'être compliqué avec la qualité des champions qu'il y a dans cette catégorie-là. Je pense à Ramirez, à Prograis surtout, qui à mon avis est le meilleur de la catégorie. Il ne faut pas regarder au-delà de Taylor, parce que ça va être un adversaire très compliqué pour Progrès. Mais il y a vraiment des boxeurs de très bon niveau parmi les champions et les aspirants très proches. Donc Maurice Hooker aussi. Donc d'arriver au top de la division, ça va être compliqué, mais il va pouvoir tranquillement s'avancer dans les classements, faire encore 2-3 combats avant de pouvoir affronter ce genre de boxeur. Mais c'est une division qui est très très chargée. En terminant ce segment sur Eye of the Tiger, on peut pas ne pas glisser un mot sur les annonces de groupe Yvon Michel. On sait que Marie-Ève Dicker va effectuer la 3e défense de sa ceinture le 23 novembre à Québec. Bon, malheureusement, c'est pas un adversaire nécessairement là, sur papier. Si on regarde la fiche des derniers adversaires vaincus, là, je pense que tu as pris des notes. C'est assez rutilant. Les 7 derniers adversaires de Suarez, c'est des fiches de 1 victoire, 5 défaites, 1 victoire, 4 défaites, 0 victoire, 2 défaites, 0 victoire, 3 défaites, 1 victoire, 4 défaites, 1 victoire, 3 défaites et 1 victoire, 1 défaite. Donc, et là, on sait que la championne Anna Gabriel va être sur la carte. Le but, c'est un combat d'unification. La fin mars a été évoquée pour ce combat. Donc, c'est ça qui est intéressant. On l'a déjà vu à moult reprises dans la boxe. On se souvient, Adonis Stevenson, Sergei Kovalev s'étaient battus sur la même carte. On espérait une rencontre au sommet. Malheureusement, ça n'a jamais eu lieu, mais on veut faire connaître Anna Gabriel. Ici au Québec, et c'est à mon avis, c'est le but de ce gars-là. Suarez n'est pas là pour menacer Marie-Ève Dicker. Elle est là pour la faire briller, et qu'en même temps, en sous-carte, Anna Gabriel brille. Et je trouve ça correct d'avoir ce genre de combat-là, parce que tu sais ce qui s'en vient. Si les 2 boxeuses remportent leur combat, elles vont se rencontrer dans le futur.
Et c'est ce genre d'adversaire qu'on veut pour Marie-Ève Dicker. Anna Gabriels est une boxeuse de l'élite. Elle a déjà envoyé Claressa Shields au tapis dans leur affrontement. Elle avait bien fait contre Shields, même si elle s'était inclinée. Elle avait offert une belle performance et c'est une boxeuse qui est solide physiquement, qui cogne dur et qui pourrait offrir un vrai bon défi à Marie-Ève Dicker. C'est une boxeuse très très crédible. Donc d'avoir un combat entre les deux comme ça contre Suarez qui va pas forcément la menacer, ça me dérange pas si c'est pour préparer ce combat contre Anna Gabriel. S'il y avait juste le combat contre Suarez, je me dirais pourquoi cet adversaire-là. Mais là, s'il y a ce combat-là contre Gabriel en ligne de mire, ça me va très bien. Et je comprends le fait de vouloir les mettre toutes les deux en comparaison sur la même carte pour préparer cet affrontement. C'est logique, c'est ce qui se fait dans le monde de la boxe. C'est tout à fait normal. Et s'il y a des gens qui critiquent le choix de l'adversaire en Suarez, oui, c'est pas la meilleure adversaire disponible, mais c'est une préparation pour un combat contre Gabriel. Donc c'est tout à fait acceptable comme manière de faire. Parmi les autres combats qui ont été annoncés, notamment Michael Zouski qui va affronter l'Américain Brad Solomon. Zouski et cet Américain ont un adversaire en commun, Constantin Ponomarev. Les deux se sont inclinés devant lui. Possiblement une ceinture là, qui pourrait être à l'enjeu. Donc, avec la qualité de son CV, Solomon, ça pourrait donner l'occasion à Zouski de grappouiller quelques places au classement mondial. C'était un gars qui, plus jeune, avait suscité pas mal d'espoir, Salomon. Bon, ça n'a pas donné ce qu'on pensait dans son cas, dans sa carrière professionnelle, mais ça reste un adversaire crédible et c'est un nom qui est reconnu aux États-Unis parce que c'était un bon espoir. Donc, si Zouski arrive à le battre, effectivement, ça va lui permettre de monter dans l'estime des spectateurs et des promoteurs américains. Ça va lui donner un petit peu plus de crédibilité, si tu veux. Mais c'est pas gagné d'avance parce que même si ses meilleures années sont derrière lui, ça reste un boxeur qui a une bonne technique et qui va être compliqué à manœuvrer. Il faut voir à quel point qu'est-ce qui lui reste, si tu veux, à Solomon. Mais je pense que Zouski a les armes pour le battre. Mais comme tu l'as dit, ils ont tous les deux rencontré Ponomarev. Ils ont tous les deux perdu contre le Russe. Donc, Solomon, ça avait été un peu plus serré. Mais on se souvient, Zouski, c'était vraiment une mauvaise journée au bureau. Il avait été largement dominé. Donc, et ça lui a fait prendre un grand pas de recul et il avait pris du temps. Ultimement, ça avait mené à la fin de son association aussi avec Top Rank. Donc, et également Sébastien Bouchard qui lui va retrouver Ayaz Hussein dont on avait un peu perdu la trace. D'ailleurs, ça va faire plus de 2 ans qu'il ne s'est pas battu. Donc, logiquement, on pourrait croire que ça devrait, sur papier, c'est intéressant parce que c'est un combat à saveur locale. Bouchard revient d'une blessure qu'il a soignée. Mais si on regarde ça de manière très froide, ça ne devrait pas être trop compliqué pour Bouchard, qui est sur une belle lancée, qui enfin est en mesure de trouver. Nous avait expliqué sa blessure, lui avait obligé un peu à redéfinir sa boxe, ce qui fait en sorte qu'il y a davantage de puissance. C'est un naturel pour un événement à Québec. Donc, Et puis avec sa popularité, c'est normal qu'il soit mis de l'avant comme ça. Et c'est un boxeur qui offre toujours des performances excitantes. Donc même si c'est peut-être pas le meilleur adversaire disponible, ça reste un bon combat et il va offrir un beau spectacle. Aussi, Yann Pellerin va être sur la carte et d'autres boxeurs. On va probablement finaliser les détails au cours des prochaines semaines. Adrien, passablement d'activités dans le monde de la boxe cette semaine. 5 galas au total qui ont retenu notre attention. Ça commence vendredi sur ESPN+. Jay Harris qui affronte Paddy Barnes. Harris, c'est un aspirant mondial qui est classé dans absolument toutes les associations. 13e WBA, 10e WBC, 5e IBF et 10e à la WBO. Il affronte un adversaire quand même crédible. Barnes, c'est un double médaillé de bronze des Jeux de Beijing et Londres. Fait que ça remonte quand même à l'enjeu. Et Harris, lui, défend sa ceinture intercontinentale des poids mouches de l'IBF. Swansea, Jay Harris, c'est un boxeur du Pays de Galles qui est originaire de Swansea. Et j'avais un petit quiz pour toi. Selon toi, quel boxeur le plus célèbre est originaire du Pays de Galles? Du Pays de Galles, Calzaghe était pas gallois. C'est Joe Calzaghe. On ne peut rien te cacher. On ne prend jamais au dépourvu. Le boxeur de Swansea, qui est davantage célébre pour son club de foot, c'est Enzo Maccarinelli qui a régné chez les lourds légers. Avant de se faire passer un terrible KO par David Haye. Je parlais de joueurs de foot, Josh Hartson, qui a longtemps joué pour le Celtic, qui est originaire de Swansea. Mais moi, ma préférée, tu sais que je suis un mélomane. Bonnie Tyler est originaire de Swansea. Quelle ville!
on va y aller. Il faut voir ça. On n'a pas le choix. Un incontournable lors de notre prochaine visite au Royaume-Uni. Ça se poursuit vendredi 13h30 sur DAZN. Fabio Turchi qui affronte Tommy McCarthy. Et le surnom de Turchi, oui, c'est de Stone Crusher. Donc, avec un surnom comme ça, on peut pas passer à côté. Lui, il défend sa ceinture intercontinentale des lourds légers du WBC. Il est classé 15e. Et on dit que son avant-dernière victoire, c'est la plus marquante contre Tony Conquest. Mais son adversaire McCarthy, lui, n'est pas tellement impressionné. Donc, il s'en va en Italie, il espère l'emporter. On développe avec Eddie le marché italien. Ouais. On a créé une filiale, Matchroom Italy. Donc, mais McCarthy, lui, s'est fait planter par un certain Callum Johnson dans les rangs amateurs. Johnson qu'on avait vu contre Arthur Beterbiev. Chad Dawson affronte Denis Grachev vendredi soir pour les membres du UFC Fight Pass. Oui, j'ai oublié, mais ces deux boxeurs-là sont vraiment étroitement liés au Québec. Dawson, on se souvient, avait affronté Jean Pascal dans un combat mémorable en 2010. Grachev lui a affronté Lucian Boutet. C'était en novembre 2012. Hein? C'était le premier combat depuis la défaite contre Carl Froch à Nottingham en Angleterre. Il y a un titre mineur du WBC qui va être en enjeu pendant ce combat-là. Ma réaction, ça a été, est-ce qu'on est en 2010? Est-ce qu'on est revenu dans le temps? C'est un combat qui aurait été intéressant à l'époque, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur pour les deux boxeurs. Là, Chad Dawson, depuis son combat, sa défaite par KO premier round contre Stevenson, c'est 6 combats en 6 ans. C'est très peu pour un gars de son âge en plus. Avec 2 défaites contre Fonfara et Tommy Karpency. Ça, c'est pas une belle défaite. Et du côté de Grachev, depuis son combat contre Boutet, 14 combats, 7 victoires, 7 défaites. C'est pas la fiche la plus rutilante. Et ma question, c'est lequel des deux est le plus fini? Parce que c'est 2 combats entre 2 gars qui sont passés leurs meilleures années, mais de très longtemps. C'était pas très bien dit ça, mais ça fait plusieurs années qu'ils sont plus au top de la division, et loin de là, même que Dawson a arrêté pendant 2 ans, il est revenu. Enfin, c'est pas un combat qui m'intéresse particulièrement, mais ça vaut le coup de savoir que ces 2 gars-là s'affrontent aujourd'hui, mais c'est un peu celui qui va perdre ce combat-là, ça va être un peu le champ du cygne pour lui. On va avoir une retraite dans pas longtemps pour celui qui perdra ce combat-là. Ce combat qui est présenté à Hartford, au Connecticut, et c'est un endroit où Dawson avait défendu son titre des mi-lourds du WBC contre Jesus Ruiz en juin 2007. Ouais, donc, c'est un retour aux sources. Passablement de temps. On va regarder les faits saillants. Il s'est passé quelque chose digne de mention. On en parlera. Là, l'action va être davantage intéressante le lendemain, samedi. Josh Warrington qui affronte Sofiane Takoucht. 3e défense pour le champion des plumes de l'IBF qui affronte son 4e aspirant. Je regardais Warrington, il n'y a rien de simple depuis le début de son règne de champion. Lee Shelby qui l'a battu par décision partagée. C'est toujours des combats qui sont avec un pointage extrêmement serré. De là, pourquoi c'est intéressant. Est-ce que tu crois que ça va être la même chose pour Takoucht? Je pense que ça va être plus simple pour Warrington dans ce combat-là, mais ça dépend parce qu'il n'offre pas toujours des performances égales non plus. Warrington contre Frampton, il avait été étincelant, il avait dominé le Nord-Irlandais qui pourtant est un boxeur de très haut niveau, très compétent, et il l'avait vraiment dominé. Contre son combat suivant contre Kid Galahad, ça avait été beaucoup plus compliqué, le mouvement de Galahad l'avait beaucoup dérangé. Donc ça dépend de s'il file bien ce soir-là ou pas, mais Takoucht n'a pas les habiletés de Frampton ou les qualités athlétiques de Galahad. Donc il est gaucher, le français, mais il n'a pas non plus l'expérience. Ça peut déranger cette position de gaucher, mais il n'a pas l'expérience pour, à mon avis, battre Warrington. C'est un gars qui s'est battu au niveau uniquement européen. La majorité de ses combats en France, il a fait 4 combats de championnat d'Europe. 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc c'est un boxeur de niveau continental, honnête, mais Warrington est un boxeur de niveau mondial et je pense que ça va être trop pour le français. D'ailleurs, Warrington est un peu déçu de ce combat-là parce qu'après des affrontements contre des adversaires britanniques, s'attendait
à une unification, mais malheureusement, c'est Oscar Valdez et Léo Santa Cruz qui ont renoncé à leur titre pour passer à la catégorie supérieure. Donc, c'est retrouvé sans partenaire pour danser. Les preneurs au livre sont beaucoup pas mal d'accord avec ton analyse. Il est favori à 50 contre 1. Et Warrington, toi qui aimes tellement le foot, va être encore une fois accompagné par un joueur de Leeds. Et c'est le milieu de terrain Pablo Hernandez qui va faire la marche vers le ring avec lui. Il en a fait une habitude. Ouais, bah quand tu viens de Leeds, tu es forcément un fan de Leeds United. Donc, peu importe ce que tu fais, que tu sois boxeur, boulanger, avocat, tu vas être un fan de Leeds. Et l'affiche la plus intéressante de la fin de semaine, il n'y a aucun doute, samedi à compter de 19h sur DAZN. Enfin, les débuts d'Alexander Usyk chez les poids lourds, ça devait être Carlos Takam. Malheureusement, Usyk s'était blessé. Oui, au biceps. On avait décidé d'une nouvelle date. Finalement, Takam s'est retrouvé avec Jody Guardia. Mais là, on a dit aussi Jody Guardia est allé cogner à la porte de Top Rank. Et là, Takam rentre dans la grande famille ESPN. On comprend maintenant mieux la décision aujourd'hui. Probablement que Top Rank n'était pas prêt à délier les cordons de la bourse ou à investir. Mais là, avec un partenariat avec une autre entreprise, c'est peut-être un peu plus acceptable. Et ça devait être le spécialiste du kickboxing, Tyrone Spong, mais malheureusement, il a échoué un test antidopage. Je crois que si j'affrontais Usyk, je prendrais tous les moyens. Mais non, on ne cautionne pas du tout, là, évidemment. Je blague. C'est une bonne chose qu'on l'a su en tout début de semaine. On a réagi rapidement. On annule le combat parce que quelqu'un qui se fait pincer pour antidopage, on l'a vu avec le combat entre Oscar Rivas cet été à Londres, on met littéralement la vie de l'adversaire propre en jeu. Donc, on a pris la bonne décision. Et là, on s'est tourné vers Chaz Witherspoon, un vétéran de 38 ans. Lui a subi ses 3 défaites en carrière. Je vous donne les noms. Chris Areola, Tony Thompson et Seth Mitchell. Logiquement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Witherspoon, c'était clairement pas, on ne l'a pas payé en attendant pour qu'il se prépare à affronter Alexander Usyk. Mais bon, c'est une opportunité à saisir. J'imagine qu'il va être bien rémunéré pour la chose. Et ça permet à Usyk de, justement, là, tâter un peu les os chez les poids lourds en vue d'un grand combat. Parce qu'à l'origine, même avec le combat contre Carlos Takam, un boxeur comme Usyk qui a raflé toutes les ceintures chez les lourds légers, on s'attend que le talent, là, il est absolument là. Sauf c'est savoir est-ce qu'on va être capable de transposer les qualités qu'on avait dans cette catégorie de poids à la catégorie supérieure, parce qu'on vise, là, c'est naturellement avec le pedigree que Usyk a, avec son talent, on vise naturellement des affrontements contre les têtes d'affiche de la catégorie reine de la boxe. Oui, d'ailleurs, il a dit qu'il visait Wilder en premier. C'est pas le plus facile. Il vise le top de la catégorie tout de suite. Mais c'est pas ce combat contre Witherspoon, c'est pas le combat qu'on attendait contre Takam, qui aurait été, à mon avis, un excellent combat. Mais on ne peut pas blâmer Usyk, c'est pas de sa faute. Il y a eu cette blessure, il y a eu ce contrôle positif de la part de Spong. Du coup, ça fait la 2e fois qu'on a un kickboxer chez les poids lourds qui vient en boxe et qui se fait prendre après Jarrell Miller. C'est Spong. Donc, on comprend un peu pourquoi il frappait fort, le Tyrone Spong, parce qu'il avait été un petit peu chargé. Mais bon, c'est tant mieux qu'il ait été pris avant. Et finalement, on a Witherspoon. C'est un combat qui est, je veux dire, gagné d'avance pour Usyk, parce qu'il est trop talentueux pour perdre contre un gars comme Witherspoon, qui a un petit peu d'expérience. Tu as nommé les 3 noms contre lesquels il a perdu. C'est les 3 seuls noms que vous connaissez à sa fiche, probablement. Oui, parce que les autres adversaires qu'il a battus... c'est de niveau bien inférieur. Ça reste un vétéran qui a de l'expérience dans le ring, mais qui va pas déranger un boxeur de l'élite comme Alexander Usyk. Usyk, pour moi, c'est un top 5 livre pour livre. C'est pas Chaz Witherspoon qui va le déranger. Par contre, Witherspoon est un vrai poids lourd qui arrive à 235 livres à peu près dans la majorité de ses combats. Donc, c'est, comme on disait tout à l'heure, le combat de bienvenue pour David Lemieux. Là, c'est un combat de bienvenue pour Usyk, pour s'adapter à cette nouvelle catégorie. Et je pense que Usyk a les qualités techniques pour battre n'importe qui. La question pour moi, c'est physique. Est-ce qu'il va être capable de faire mal à ses adversaires, mais surtout, est-ce qu'il va être capable d'encaisser les coups d'un vrai poids lourd? C'est ça la question, à mon avis. Et ça va apporter un début de réponse. Ce combat contre Witherspoon, il risque pas de se faire atteindre très souvent. Witherspoon n'est pas non plus un puncher, mais ça va permettre de prendre des coups d'un vrai poids lourd. Parce que quand tu as l'habitude de te battre à 200 livres,
Là, c'est 35 livres de plus son adversaire, mais il y en a qui vont faire 60-70 livres de plus. Donc, c'est vraiment une énorme différence. Usyk a toutes les qualités, surtout au niveau de la mobilité, pour déranger n'importe quel champion chez les poids lourds, n'importe quel boxeur chez les poids lourds. C'est un gars qui est très très mobile, qui a une grosse activité, il lance vraiment beaucoup de coups. Il se donne des angles un peu à la Lomachenko, hein, bien évidemment. On va toujours faire la comparaison entre les deux parce qu'ils ont un style qui se ressemble beaucoup. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour être champion du monde des poids lourds. Le seul point d'interrogation pour moi, il n'est pas technique, il est physique. Est-ce qu'il va être capable d'encaisser ces coups-là? Également en demi-finale, 5e défense du titre des poids mi-lourds de la WBA de Dimitri Bivol. Il affronte Lenin Castillo, qui n'était pas classé. Et là, dans la dernière mise à jour du 30 septembre, boum, est apparu au 15e rang. Des petits tours de magie comme ça. Ouais, oui, hein, c'est toujours pratique. Quoique Eric Lucas l'avait vécu il y a quelques années quand il avait affronté Michael Kessler. Sauf que Lucas avait quand même un passé de champion du monde. Dans le cas de Castillo, on ne peut pas en dire autant. Et on l'a vu apparaître sur nos fils de réseaux sociaux. Il était à Montréal et il s'entraînait avec un boxeur russe qui, lui, se prépare pour un combat à Philadelphie le 18 octobre, je les ai venus, hein? Arthur Beterbiev et Marc Ramsey étaient avec lui en compagnie, étaient à l'entraînement pour chacun, dans le fond, on s'aide hein, pour préparer nos combats. Castillo a quand même envoyé Marcus Brown au tapis en août 2018. Et il avait fait une belle performance contre Brown. Les cartes des juges étaient larges, mais parce que c'était le côté B de l'équation, il aurait mérité beaucoup mieux contre Brown. T'attends-tu un bon combat ou au contraire, Bivol a trop de talent pour être ennuyé? Castillo n'est pas un mauvais boxeur. C'est un gars qui va déranger à peu près n'importe qui, mais Bivol est vraiment, à mon avis, au-dessus. Il a trop de qualité. Surtout, moi, ce qui m'a impressionné dans ses derniers combats, Bivol, c'est sa défense. Il est une défense très perméable. C'est très, très dur de l'atteindre solidement. Il gère très bien la distance. Il bloque les coups. Il bouge la tête très bien. Donc, c'est compliqué de pouvoir l'atteindre solidement. Et en attaque, c'est toujours les mêmes qualités qu'on avait déjà vues auparavant. Beaucoup de coups en ligne droite, un excellent jab, un bon direct du droit. Donc, beaucoup moins en crochet, en looping, si tu veux, mais beaucoup plus des coups en ligne droite, au milieu, entre les gants, jab main droite, jab direct. Et je pense que ça sera un petit peu trop pour Castillo, qui à mon avis, ne va pas démériter. C'est un gars il va pas se faire passer le KO au premier round. Mais il va trouver ça long contre Bivol. Bivol, lui, de son côté, c'est des performances qui sont techniquement très bien faites, mais qui ne sont pas forcément les plus excitantes pour le public parce qu'il prend peu de risques, ce qui est tout à fait logique. Et ce que je ferais si j'étais à sa place ou si j'avais un boxeur, je lui demanderais de boxer de la même manière. Parce que si tu as les qualités qu'a Bivol, tu veux éviter de prendre des coups, tu veux tout faire pour dominer sans prendre trop de risques. Et c'est ce qu'il fait généralement. C'est un peu comme Erislandy Lara le faisait à 154 livres. C'est pas forcément ce qui est le plus excitant pour le public, mais c'est ce qui est le plus, c'est ce qui est le mieux pour le boxeur lui-même parce qu'il va pas subir beaucoup de dommages. Il pourra boxer, il pourra avoir une carrière plus longue s'il continue à se battre comme ça. Et surtout, il gagne, que ce soit par décision ou par KO, il va gagner relativement avec une avance assez confortable. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer contre Castillo. Peut-être qu'il lui passera le KO, mais s'il s'est entraîné contre Beterbiev, il s'est entraîné à prendre des coups de puissance et donc il va savoir à quoi s'attendre Castillo. Je pense que je m'attends à une décision confortable pour Bivol. Il sera élevé au rang de super champion. Là, ça commence à se parler parce qu'on dit que Jean-Pascal, lui, pourrait être ensuite élevé au rang de champion régulier. Là. Après 5 défenses, c'est ce qu'on voit des fois pour certains boxeurs. Et là, je lisais différents chroniqueurs et on déplore. On est un peu déçu pour Bivol parce qu'on se dit, bon, c'est ce qui s'est peinturé dans le coin en allant du côté de DAZN. Là, il y a une unification entre Vosdik et Beterbiev. Est-ce qu'un boxeur comme Canelo Alvarez aurait, dans le fond, quand il décide de passer chez les minours, est-ce qu'il affronte un boxeur de la trempe de Bivol? Peut-être pas, parce qu'on voit assurément des failles chez Sergei Kovalev. On sait quoi exploiter. Bivol est encore dans la force de l'âge, semble pas avoir de faiblesse aux dernières nouvelles. Donc là, on se demande, est-ce que son talent va être enfin reconnu? Parce que là, il ne se classe pas parmi les meilleurs boxeurs livre pour livre de la planète, mais on sent qu'il a le potentiel pour le faire. Un jour, lui manque quelques victoires significatives. Et là, malheureusement, chez les Milos, il faut les adversaires. Il faut les adversaires et c'est pas ce qu'il y a présentement. Et quand tu vois les autres champions, tu as Kovalev qui va affronter Alvarez. Tu as les deux autres champions qui font une unification, Beterbiev et Gvozdyk, et lui se retrouve contre Lenin Castillo.
dont vous avez peut-être jamais entendu parler avant aujourd'hui. Donc, c'est pas une question de talent parce qu'il a le même talent que les 3 autres. C'est vraiment une question d'adversaires disponibles et des réseaux de télé, etc., qui font en sorte qu'il est un peu mis à l'écart. C'est dommage parce que c'est vraiment un boxeur très très talentueux. C'est beau à voir. Techniquement, tout est très bien fait. C'est fluide. J'aime beaucoup le voir boxer, mais j'aimerais qu'il ait des adversaires à la hauteur de son talent plutôt que et je ne veux pas manquer de respect à Lenin Castillo, mais il mérite d'être dans le ring contre des Kovalev, des Beterbiev et des gars comme ça. Sinon, je pense que tu vas suivre aussi beaucoup d'attention le combat entre Jessica McCaskill et Erika Anabella Farias. Oui, ça va être une revanche. McCaskill, depuis sa défaite contre Katie Taylor, elle est montée à 140 livres et en 2 combats, elle a décroché 2 ceintures. WBC, WBA, et celle de la WBC, c'était contre l'Argentine Farias. Ça avait été un très bon combat avec beaucoup d'action. On dit un combat de latino, généralement c'est un combat qui est très intense, et un combat de latina aussi visiblement, parce que celui-là avait été très dur physiquement, les deux qui s'envoyaient des combinaisons. Il n'y a pas eu de ronde d'observation, elles sont allées toutes les deux tout droit. C'est leur style. Et à mon avis, ça va être encore un combat excitant du même acabit. Farias avait dominé le début du premier combat, mais McCaskill avait pris le dessus ensuite dans la deuxième partie du combat. Donc ça va être intéressant de voir à quel point les deux vont s'adapter par rapport au premier combat, parce qu'elles connaissent déjà le style de l'autre. Elles savent, elles ont déjà vu comment l'autre se bat, donc comment elles vont s'adapter, ça va être intéressant à voir. Mais c'est un combat où il va y avoir beaucoup d'activité. Oui, et DAZN qui fait encore une fois une place de choix à la boxe féminine dans sa programmation. C'est présenté sur la carte principale, donc on voit, je ne dirais pas chaque semaine, là, mais pratiquement chaque mois, là, on a un combat d'envergure avec des titres en jeu. Donc, ça me rappelle un petit peu ce que faisait l'UFC au moment où ils ont mis des catégories féminines, où on les incluait dans les gros galas. On mettait toujours un combat féminin pour générer de l'attention, et au bout d'un moment, c'est les combats féminins qui étaient en vedette avec Ronda Rousey, Holly Holm, Nunez, etc., qui étaient en finale de gala. Et ça va finir par arriver sur DAZN aussi, à mon avis. Ça avait pris quelques années quand même dans l'UFC, peut-être 2-3 ans. Ça ne m'étonnerait pas que dans 2-3 ans, on voit des finales de gala sur DAZN qui soient des combats féminins. Donc, c'est ce qui fait le tour pour l'actualité cette semaine. Comme d'habitude, je vous invite à visiter le rds.ca/balado-diffusion ou encore l'application RDS ou l'application iHeart Radio pour voir tout ou surtout écouter tout le contenu disponible. Donc, au nom d'Adrien Meur et du Seigneur de la mise en onde, Tim Fournier, ici Francis Parquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!